Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sublime à Tokyo. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ah oui, Sublime, on s'en fout, hein. Et la Terre peut bien s'écrouler. On va parler d'une belle carrière, d'un beau parcours à l'international. Un parcours qui va l'amener un peu partout dans le monde, mais surtout depuis 1986 au Japon. Elle a un autre prénom, mais qu'elle n'aime pas. C'est donc Sublime, son nom d'artiste, qui sera le prénom du jour. Tu es ma première Sublime, interviewée sur la radio des Français dans le monde. Tu dis jamais ton vrai prénom ? Mais en fait, Sublime, c'est mon nom de famille. Donc, c'est mon vrai nom. D'accord. En même temps. Donc je saurais pas, je saurais jamais. Non. Même pas sous la torture. Tu es originaire de la région parisienne, mais assez vite dans la famille, il y a un melting pot qui va t'ouvrir sur le monde, avec des parents qui viennent un peu d'Algérie, un peu d'Italie, famille de migrants. C'est donc assez naturellement qu'après le bac et une semaine en fac, qui t'aura suffi, tu décides de partir découvrir le monde. Tu sautes dans un avion, tu as 20 ans. Dans l'avion, tu es à côté de deux Américains qui disent « Comment ça va ?» Ben ça va bien, c'est mon anniversaire aujourd'hui, que tu réponds. Et donc du coup, ben ils te servent le champagne et t'arrives à Marrakech défoncé. La vie commence bien, voilà, ça. Incroyable. Te voilà arrivé au Maroc, ensuite tu vas faire la Turquie, les Caraïbes. Sans transition aucune, tu vas passer des Caraïbes au Canada avec un petit coup de froid au passage. Un petit coup de froid, oui, en plein hiver. Ouf. Tu voulais découvrir le monde, t'as été gâté, t'as découvert des choses incroyables. C'est des souvenirs magnifiques aujourd'hui pour toi ? Oui, c'est des souvenirs magnifiques et puis c'est déjà un début de conscience à l'époque que tout ce qu'on croit vrai quelque part ne l'est que à cet endroit-là, parce qu'il y a plein d'autres vérités qui fonctionnent aussi bien. On a par exemple plein d'a priori sur le Japon, pays où tu vas t'installer quelques temps après. Quand tu arrives sur place, tu te rends compte que ces clichés sont à côté de la plaque en fait. Alors en fait non, quand j'arrive, surtout je me rends compte que je voulais aller loin, j'ai été servie. Je voulais me dépayser, je suis servie. Mais je tombe vraiment dans l'inconnu le plus total. Mais en même temps, c'est ce que je voulais, donc ouais, je suis servie. J'ai même pas le temps de comparer, j'ai même pas encore ne serait-ce que la conscience de me mettre à comparer mes clichés avec ce que j'essaye de comprendre ce qui m'entoure déjà, ouais. C'est pas mal. On est un peu perdu quand on débute l'aventure au Japon, hein. Pas complètement largué, en plus quand on parle pas la langue. En même temps, tu sais, c'est quelque chose parce que moi, par exemple, aujourd'hui, quand je suis en France, que je vais à la poste et que je vois quelqu'un galérer à remplir ses papiers, eh ben, je l'aide. Parce que moi, ici, si on m'aide pas, je suis incapable de remplir un formulaire, je sais pas lire, je sais pas écrire. Tu vois ? Tu réponds à une petite annonce pour une audition pour faire danseuse de French Cancan dans une petite ville du Japon près de Fukushima. Alors, on est loin de la capitale. Oui. C'est une espèce de campagne japonaise ? On est dans la montagne, en fait. On n'est pas très loin de là où a eu lieu la catastrophe en 2011. On m'avait dit c'est à 2 heures de Tokyo. Je dis super, on m'a pas précisé à 2 heures en Shinkansen, c'est-à-dire en TGV. Donc c'est à 500 bornes de Tokyo, quoi. C'est comme Paris-Lyon, en fait. C'est un peu... Alors tu te retrouves pendant 6 mois avec une troupe désagréable, hein. Ton seul ami est un chien. Oui. C'est le seul être qui était content de me voir arriver quand je descendais l'avenue ou quand je remontais l'avenue principale. Ça a été 6 mois un peu difficile. Et puis le French Cancan, ça fait mal partout. Hein. Ah oui, c'est terrible. Mais vraiment, si on n'a pas la bonne technique, c'est une catastrophe. On se casse le dos, on a mal aux jambes tout le temps. Ah, c'est pas un bon souvenir. Non. Alors là, tu vas acheter le livre Apprendre le japonais, des romans japonais. Alors tu dis que quand on rentre dans un pays, lire sa littérature, c'est assez formidable pour bien comprendre le fonctionnement du pays.
Et oui, parce qu'en fait, tous les monologues intérieurs qui se font dans une langue, et quand on lit plusieurs romans et qu'on retrouve un peu les mêmes considérations d'un roman à l'autre, on se dit ah bah ouais, d'accord, ça, les gens entre eux ça fonctionne comme ça, quoi. Et en fait, je trouve que c'est une excellente introduction. La littérature d'un pays est une excellente introduction à sa compréhension. Ça peut être un conseil pour les auditeurs qui vont partir Exactement. s'installer dans un pays. Exactement. Au bout de ton visa de 6 mois, une copine à toi propose d'aller à la soirée du 14 juillet à Tokyo, à l'ambassade française. Ouais. Et là, tu vas y rencontrer l'amour. C'est souvent l'amour qui fait qu'on reste dans un pays. 8 ans passés avec un Japonais. C'est vraiment là, Tokyo. Cette fois-ci, on est dans la capitale. Ouais. C'est un Tokyo qui ne ressemble pas au Tokyo d'aujourd'hui. C'était une espèce de Venise de l'Asie à l'époque. Alors non, bien ça c'est bien avant. La Venise de l'Asie, c'est avant 68, avant les Jeux Olympiques de 68 qui ont défiguré complètement la ville. C'était une ville de canaux, mais ça j'ai pas connu moi, puisque déjà dans les années, à la fin des années 80. C'était avec cette autoroute en plein milieu comme ça, et puis tous les canaux recouverts par des routes, en fait, par du béton. Mais par contre, non, c'est un Tokyo qui est construit moins haut qu'aujourd'hui. Il y a plus encore que maintenant des vieilles maisons. Il y a plus au coin d'une rue un paysage sorti de l'histoire. Voilà, c'est différent. Mais c'est moins international aussi, donc on est beaucoup plus visible en tant qu'étranger, beaucoup moins maintenant en fait. Ça a basculé un peu dans les années 2000, mais dans les années 80, 90, c'est encore assez fermé, le Japon. Alors on imagine cette capitale qui grouille de monde, avec beaucoup de travail, une culture qui est très différente de la nôtre, qu'on n'arrive pas à bien comprendre. T'arrives à t'y retrouver là-dedans ? Non, pas au début, non. Mais enfin, moi, pas m'y retrouver, ça me dérange pas. Nager dans l'inconnu, c'est pas un problème. Et surtout, il y a quelque chose, au milieu de tout ça, il y a une forme de silence malgré tout. Il y a quelque chose de paisible, il y a quelque chose de comme ça pyramidal, qui te laisse serein. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Enfin, c'est une forme de paradoxe en fait, et c'est un des charmes du Japon, et puis avec ces saisons ces saisons qui marquent le temps, ces cerisiers qui se mettent à fleurir fin mars début avril, et qui sont plantés tellement partout que tu évolues dans un nuage de fleurs, et puis à l'automne c'est les arbres, c'est des érables rouges, après c'est les ginkgo là qui sont plus jaunes. Enfin il y a vraiment la nature en même temps est curieusement très paysagée, mais très présente aussi. Il y a des parcs. Voilà. Tu vas découvrir que le chant fait moins de courbatures que la danse. Ah ouais, vachement moins. Tu m'aurais demandé avant, je te l'aurais dit. Non seulement ça donne moins de courbatures, mais en plus, tu peux prendre 10 kilos et tout le monde s'en fout, quoi. Alors là, je me suis dit ça, c'est pour moi. Voilà. Alors tu te retrouves chanteuse des grands classiques du répertoire de la chanson française, accompagnée par un orgue de Barbarie, et tu vas faire plein de galas. C'est le charme à la française qui plaît au Japon. Voilà, et puis je joue la carte à fond, parce qu'en plus je suis super bien payée pour le faire. Et je suis tellement bien payée pour le faire que même je rentre en France 3 mois par an pour apprendre à chanter, pour faire ça bien. Et alors après, ce qui est rigolo, c'est que en même temps, je rencontre, je pense, les 3 compositeurs les plus d'avant-garde de ma génération. Et avec eux, je me mets à écrire des chansons complètement barrées. Alors d'un côté, je suis dans la tradition française à fond, et de l'autre côté, je suis dans la musique complètement perchée, complètement barrée, avec des gens absolument géniaux, quoi. Donc ce sont des moments de grand bonheur, on va dire. Et tu vas écrire une chanson qui s'appelle Tokyo, je t'aime. Ça dit quoi ? Écoute, Tokyo, il va pleuvoir toute la journée, toute la semaine, pendant des heures. Tokyo, Ajisa, il y a la saison des pluies, et au printemps, Sakura, nuages de fleurs entre les tours.
etc., etc. Faut l'écouter. Cette chanson est magnifique. On va l'écouter. Parce qu'en plus, il y a une super musique dessus. Alors, certes, il y a le soft power des mangas qui arrive jusqu'à chez nous, mais eh bien, la chanson française arrive aussi au Japon. Mireille Mathieu, Adamo ou Sylvie Vartan, ce sont des vraies stars en fait. On sait pourquoi les chanteurs français plaisent comme ça. Oui, alors ça date, je pense, de l'après-guerre. Il y a une forme chez les Japonais, on va dire conscientisés après-guerre. Il y a une forme de résistance culturelle à l'occupation américaine qui passe par aimer les films français, aimer la chanson française. Alors ça, c'est une saison de la chanson française. Ensuite, et puis aussi, je pense parce que la chanson française exprime beaucoup de sentiments à l'époque et je l'ai fait. Les gens sont sensibles à ça, vu que dans leur vie à eux, ils expriment pas trop leurs sentiments. Ensuite, il y a la période yéyé aussi qui vient cartonner ici. Adamo cartonne, Sylvie Vartan cartonne, Mireille Mathieu cartonne. Puis après, avec le recul, il faut quand même dire que ce sont des gens qui avaient des sacrées voix. Hein. C'est quand même quelque chose. Et puis dans les années 80, il y a le rock français qui vient cartonner ici aussi. Il y a l'Erita Mitsuko, il y a Safo. Il y a à l'époque un agent qui s'appelle Tatsuji Nagataki et qui fait venir des stars du rock français, puisque dans les années 80, c'est surtout le rock français qui prédomine dans la chanson française. Et ça a un impact, alors sur un groupe plus réduit, mais quand même sur 120 millions d'habitants, une niche, ça fait toujours du monde, donc ça a un impact. Ensuite, dans les années 90, il y a par exemple les Négresses Vertes qui viennent faire des concerts, il y a des, voilà, toute cette mouvance comme ça de un peu rock, world, tout ça mélangé, qui vient faire des concerts ici, beaucoup de concerts. C'est comme ça qu'un certain nombre de groupes français fonctionnent mieux au Japon qu'en France. C'est arrivé, ça? C'est arrivé. Alors, ouais. Mais là, les groupes dont je parle, c'est déjà des groupes qui fonctionnent super bien en France. Après, les groupes qui fonctionnent mieux au Japon qu'en France, c'est des groupes qui fonctionnent pas en France parce qu'ils sont pas en France, parce qu'ils sont au Japon, peut-être, je sais pas. Mais non, il y a eu une chanteuse dans les années 90-2000 assez inconnue au bataillon en France qui s'appelle Clémentine et qui a cartonné ici parce qu'elle était vendue comme un produit français en fait. Voilà, elle a été un produit fabriqué par l'industrie du disque japonais, donc elle a cartonné. Mais sinon la plupart des gens qui ont marché ici, c'est des gens qui marchaient en France aussi. Malheureusement, tu ne vas pas avoir la carrière de Mireille Mathieu, tu vas pas percer comme des artistes comme ça, et tu vas décider de plutôt passer dans la transmission et ouvrir des classes de chansons françaises avec une méthode de prononciation. Faut dire que quand on est japonais, les textes de Brel, ça doit être un peu difficile à articuler, donc tu trouves une méthode et les classes cartonnent. Ouais, et tu sais, c'est marrant, tu parles de Brel, mais j'ai un élève, il y a quelqu'un à qui je coach, un chanteur amateur, qui ne parle pas un mot de français et qui chante Brel comme s'il y était, et qui le prononce super bien, et tu loupes pas un mot. Donc en plus, ma méthode, elle marche super bien. Voilà. Sublime. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière, si tu veux. D'accord. Ouais, je veux bien. Ok, super. Vas-y. Petite question. Allez, au travail. Au travail. On va sortir la pelleteuse. J'ai une matos. Depuis 86 au Japon, tu regardes comment la France? Elle te manque? Elle te plaît? Je sais pas. Dis-moi un peu si je te dis. La France, c'est mes racines, c'est ma colonne vertébrale. Après, moi, j'y fais pousser les feuilles qui veulent bien pousser. Mais je pense que c'est un pays que j'aime beaucoup plus depuis que j'en suis loin. C'est depuis que j'en suis loin, depuis que j'ai vu d'autres pays, c'est un pays. J'ai conscience de toutes les choses formidables qu'on a en France, et de toutes je sais pas comment dire ça. C'est important parce que je pense que moi je pense que le plus beau cadeau que j'ai reçu de la France, c'est
c'est ma conscience politique en fait. C'est la conscience d'être issu d'un peuple civique et pas d'un peuple ethnique. Et c'est ce qui a fait de moi une citoyenne du monde, mais c'est aussi ce qui fait de moi aujourd'hui une fervente partisane de l'accueil de l'autre, y compris en France. C'est d'ailleurs un des points communs que j'ai avec les 2200 personnes que j'ai interviewées. On aime encore plus la France quand on n'y est pas, ce qui est très paradoxal. Ouais. Mais bon, c'est le paradoxal système de Laurent Voulzy, peut-être. C'est comme ça que ça l'a inspiré. Peut-être. Non, mais il y a aussi que quand on sort de... On peut pas savoir qu'on est dans un cadre tant qu'on est dans un cadre, en fait. Et dans ce cadre, on s'y sent bien ou pas. Moi, je m'y sentais pas terriblement bien puisque j'en suis partie. Mais une fois que t'es parti et que tu regardes de loin, en fait, c'est un peu comme voilà, quand t'es trop près de quelqu'un, tu finis par ça finit par être difficile. Et puis quand tu prends un peu de distance, là, tu vois les gens comme ils sont. Je pense que c'est pareil pour notre pays. Une sublime interview de Sublime sur la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup pour ce moment. Écoute, je te souhaite le meilleur dans cette grande capitale et au plaisir de se retrouver sur notre antenne. Merci Gauthier, moi aussi je te souhaite le meilleur. Français dans le monde, Français dans